Madame, bonsoir, messieurs, bienvenue, c'est le Club de la Presse, votre émission interactive sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Nous revenons tous les week-ends sur les grands sujets qui ont marqué l'actualité au Cameroun, en Afrique et même dans le reste du monde. Nous sommes encore au rendez-vous cet après-midi et merci à tous ceux qui nous regardent à travers le continent. On va donc parler ce jour de 3 sujets. Nous commencerons cette émission par parler du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Le rendez-vous a lieu dès lundi prochain, ici même à Yaoundé. On annonce une vingtaine de chefs d'État annoncés dans la capitale politique du Cameroun. C'est donc le premier thème qui nous concerne. On va évoquer les questions de sécurité qui se posent dans le golfe de Guinée. Ensuite, nous allons parler du football et précisément de la FECAFOOT. Iya Mohamed est désormais locataire à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Pendant ce temps, le 19 dernier, ses acolytes de la FECAFOOT ont fait une élection au cours de laquelle Iya Mohamed a de nouveau été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football. On se demande donc, est-ce toujours le flou qui persiste au niveau de la fédération, étant donné qu'on note des voix qui s'élèvent ça et là pour indiquer qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une mascarade électorale. Et puis nous allons terminer ce club de la presse autant pour moi, en parlant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec l'actualité qui est aux investitures des candidats. Un gros débat est donc désormais lancé dans les rangs de cette formation politique et même dans le landerneau politique camerounais dans l'ensemble. Il est question de se poser la question si en démocratie, on doit toujours investir les candidats. Voilà donc les 3 sujets qui nous rassemblent autour de cette table du club de la presse. Pour l'animer, nous avons donc des personnalités de pointe. On va donc introduire immédiatement Saint-Éloi Bidoum. Il est directeur de publication du journal qui s'appelle Cameroun Diaspora Expression. Alors, monsieur Saint-Éloi Bidoum, bienvenue sur le plateau du club de la presse. Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur Eya, pour l'ainsi honneur que vous me faites en m'invitant sur votre prestigieux plateau qui prend du volume chaque jour. C'est toujours un réel plaisir quand on rentre chez soi, quand on rencontre des amis, de s'entendre dire on vous a vu sur Afrique Média. Alors, j'ai sous la main votre dernière parution. Est-ce que vous pouvez nous faire très rapidement une présentation des grands sujets que vous développez dans ce journal Cameroun Diaspora Expression, que j'ai donc sous les yeux, que je peux présenter, étant donné qu'on n'a pas pu avoir notre revue de presse habituelle. Alors, de quoi est-ce que vous parlez dans ce numéro? Cameroun Diaspora Expression a vocation à résumer de manière mensuelle les faits qui ont meublé l'actualité au courant du mois et traiter analyser, investiguer sur des informations de l'heure. Vous voyez, le débat a été lancé au sein du RDPC par l'éditorial de M. Christophe Nenzok sur les investitures. Alors, on va d'ailleurs en parler. On va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, Cameroun Diaspora pense dans l'éditorial de son directeur de publication que c'est un réel retour à la dictature. Nous avons également vu des missions diplomatiques aller se balader du côté de la prison annexe de Kondengui. C'est pour ça que nous mettons un titre à la une, la France les USA dans le nid de l'épervier. Et M. Amadou Ali, qui a été le principal acteur dans la mise et l'exécution de l'opération Épervier et qui reçoit aujourd'hui un retour de manivelle. Donc, on a pensé qu'il pourrait être dans la logique d'un adage béti qui dit que le panier de la tortue se remplit avec la tortue elle-même. Donc, nous avons M. Chiroma, le ministre de la Communication, qui en plus d'avoir fait beaucoup de choses au courant de l'année 2012 sur le plan de la communication, s'est trouvé doté d'un sénateur et on voit comment les tentacules s'étendent pour envahir le Grand Nord. Je crois que c'est une action politique sanitaire. Alors, beaucoup de sujets donc à lire dans Cameroun Diaspora Expression qui est donc désormais dans les kiosques. Également invité à ce club de la presse, c'est un jeune homme politique, Éric Fouet. C'est donc son nom. Il officie dans les rangs du MRC. Éric Fouet, bienvenue sur le plateau du club de la presse.
Bonjour et merci d'être de cet honneur que vous me faites. Donc, je ne pourrais pas manquer à un tel appel. C'est vraiment un vivant hommage pour mon parti et ma petite personne. Alors, avec vous, d'entrée de jeu, on va parler de cette question de la candidature de Paul Biya pour l'élection de 2018, qui commence déjà à faire parler d'elle dans les journaux. Précisément, mutation de cette semaine, qui indique que la question divise déjà dans la région de l'Ouest, qui vient de voir un des sénatifs nommé et élu au poste de président du Sénat. Alors, cette actualité, comment est-ce que vous la commentez, vous qui êtes des politiciens aujourd'hui? Bon, il faut être quand même sérieux. Quand on nomme un sénateur comme Niat, qui a été lui aussi nommé au Sénat, il faut se poser la question très simple. Quelle est la valeur de ce monsieur à l'Ouest? Quand vous prenez dans le Ndé, même lui-même a été maire dans cette région et n'a pas construit beaucoup de routes. Le Ndé est à 80% non électrifié avec toutes les années qu'il a fait à la Sonnelle. Quel poids politique a M. Niat? Aucun. Moi, je veux dire, je crois plutôt qu'on démontre au peuple bamileke qu'on les a pris pour des marionnettes et qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main. Je crois que notre parti, le MRC, est très bien placé pour dire merci au chef de l'État d'avoir nommé Niat parce qu'il nous ouvre une large porte pour pouvoir vraiment rafler tous les postes de députés et autres. Je voulais rapidement dire, répliquer sur ce que M. Saint-Éloi Bidoum disait au sujet du ministre de la Communication, que, bon, il a eu un sénateur. Bon, est-ce que le sénateur doit être nommé parce que ce monsieur... Mais c'est prévu par la Constitution. Je ne suis pas contre, mais je dis quand même tout de même, voilà un ministre qui a un parti qui n'avait même pas un conseiller municipal. J'espère qu'il en aura, parce que ce n'est pas les campagnes médiatiques qui font les conseillers municipaux, mais c'est le travail sur le terrain. Mais je n'ai rien contre lui. Cela est valable aussi pour le MRC. Oui, mais attendons, nous on a notre travail, et je crois qu'on ne va pas attendre d'être nommé pour avoir des récompenses. Nous on va aller au pouvoir, et étant aux affaires, on va diriger un certain nombre de choses. On n'est pas, c'est vrai que ça a l'air prétentieux. Vous n'avez pas peur d'une candidature de Paul Biya? Non, c'est pas encore le sujet du débat à Saint-Éloi. Je voudrais quand même dire que, honnêtement, ce serait un plaisir pour le professeur Kamto et le MRC de battre le président Biya. Parce que je suis presque certain que le président Biya n'a jamais été correctement élu au Cameroun. Donc, avec la biométrie qui s'est installée, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'autres paramètres. Je pense que le président Biya, à l'heure où le RDPC est en pleine explosion, n'a pas beaucoup de chance face à un candidat crédible. Voilà, merci donc à Eric Foyette d'avoir fait le déplacement de nos studios. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun et toujours avec nous notre consultant maison François Bikoro, activateur politique. Il est donc également sur ce plateau. Bienvenue François. Merci. Je suis toujours chez moi à cette même place pour permettre à une meilleure compréhension de tout ce que vos invités ont l'habitude de dire ici pour éduquer les populations africaines et pour la manifestation de la vérité pour un futur meilleur. Alors donc merci à tous les trois. Je rappelle que nous aurons tout à l'heure au téléphone le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui va donc nous donner la dernière actualité en ce qui concerne les préparatifs du sommet des chefs d'État, notamment sur le golfe de Guinée, un sommet qui doit donc s'ouvrir lundi prochain, ici même à Yaoundé. Déjà, on a des informations qui viennent du cabinet civil de la présidente de la République et qui donnent déjà le chronogramme de cette cérémonie. On annonce déjà pour demain les arrivées des chefs d'État du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On va donc tout de suite parler de cette question de la sécurité au niveau du golfe de Guinée. Il faut dire que pour la seule année 2012, on déploie pas moins de 15 attaques dans ce golfe de Guinée, ce qui fait de cette région du monde l'une des plus dangereuses actuellement sur la planète. C'est pour ça donc que les chefs d'État vont se retrouver à Yaoundé pour relever le défi de la sécurité, essayer de trouver donc des voies et moyens pour contourner le problème. Alors aujourd'hui, avant que d'aller au téléphone pour retrouver Issa Chiroma Bakari, la question de la sécurité au niveau du golfe de Guinée, on peut dire que c'est une question sérieuse aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord dire aux uns aux autres que c'est un honneur pour un pays comme le Cameroun d'abriter un sommet d'une telle ampleur. Et j'ai entendu des gens entretenir des polémiques vaines et stériles autour du choix du Cameroun. Moi, je dis que le Cameroun est très honoré par ce choix. La question de sécurité au golfe de Guinée se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. Vous avez essayé de donner des statistiques tout à l'heure.
le caractère stratégique du golfe de Guinée n'échappe à personne. Parce que beaucoup de menaces planent, non seulement sur le plan sécuritaire, sur le plan écologique, sur le plan de la sécurité alimentaire. Tout ceci est dû au fait que il y a des enjeux géostratégiques, c'est-à-dire que le golfe de Guinée aujourd'hui est devenu un endroit incontournable. Il y a des enjeux géoéconomiques parce que le pays qui aura la responsabilité d'abriter la force qui sera chargée d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée bénéficiera d'un certain nombre d'investissements. Il y a tellement d'enjeux. En termes de statistiques, vous avez commencé par les données. Seulement pour l'année 2012, 2009, il y a eu 46 attaques dans le golfe de Guinée. L'année 2010, 38. L'année 2011, oui, cette loi, je ne vous coupe pas. On a le ministre de la Communication du Cameroun au téléphone. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur, bonsoir. Alors, vous êtes en direct du club de la presse, c'est sur Afrique Média. Je sais qu'actuellement, vous êtes en pleine préparation du sommet. Qu'est-ce qu'on peut savoir à l'heure qu'il est sur les préparatifs du sommet qui commence lundi prochain? Oui, merci de me donner cette opportunité. De vous parler, je suis au palais de congrès où tous les responsables impliqués à l'organisation de cette cérémonie s'y trouvent. Le palais de congrès est un vaste chantier aujourd'hui où, parfois, les uns et les autres ne ménagent aucun effort pour que les responsabilités qui sont les leurs se déroulent dans les conditions les meilleures. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun détail n'est négligé, aucun effort n'est épargné pour que ce sommet soit une réussite en termes d'organisation. Alors, monsieur le ministre, on le sait, vous étiez face à la presse il y a de cela quelques jours, justement, pour planter le décor par rapport à la tenue de ce sommet. Est-ce qu'on peut revenir sur l'importance même et surtout les enjeux de cette rencontre de Yaoundé sur le golfe de Guinée? Très bien. Mais écoutez, comme vous savez, l'insécurité, le problème de la piraterie maritime, les prises d'otages, le vol à main armée constituent les problèmes les plus importants aujourd'hui qui minent le commerce international de manière générale et portent atteinte au développement des États côtiers en particulier. Le problème est un problème commun à tous les États. Aucun État pris individuellement n'est en mesure de faire face à ce problème de manière efficace. L'objectif étant d'éradiquer la piraterie maritime, le sabotage des plateformes pétrolières, les prises d'otages. Comme je disais, aucun... Alors, vous m'entendez? Nous vous entendons, monsieur le ministre, allez-y. Oui, alors je disais donc aucun État côtier pris en particulier n'est en mesure de faire face à ce problème. C'est pour cette raison donc la mise en commun des moyens des États côtiers qui partagent en commun aujourd'hui l'Atlantique, la mise en commun de leurs moyens s'avère indispensable pour faire face à cette agression qui leur est commune et qui porte préjudice à leurs intérêts de manière générale. Voici donc de manière ramassée ce que je peux dire, ce qui justifie donc ce sommet qui est également placé sous l'égide des Nations Unies en raison de la présence des représentants des Nations Unies, de tous les organismes internationaux pour impliquer dans le problème de la sécurité maritime. Alors, monsieur le ministre, on sait que le Cameroun a donc l'honneur d'abriter cet événement. On annonce une vingtaine de chefs d'État à Yaoundé. Est-ce que, à l'heure qu'il est, on a déjà certaines précisions sur les arrivées? Est-ce que tout le monde qui a été annoncé sera effectivement là? Mais écoutez, comme vous le savez, les déplacements des chefs d'État sont toujours placés sous le sceau de la confidentialité et de la sécurité. On n'annonce pas comme ça les déplacements d'un chef d'État sans alors s'entraîner de toutes les précautions qui s'imposent. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que beaucoup de chefs d'État ont été invités. Nous avons déjà reçu la confirmation de beaucoup de chefs d'État. Alors, de vous conviez, vous, journalistes, demain à aller dans
Alors, monsieur le ministre, pour terminer, on sait qu'on a entendu des voix s'élever sur le choix du Cameroun pour abriter ce grand événement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a bien pu militer pour que Yaoundé soit choisi pour accueillir cet événement très important sur la sécurité dans le golfe de Guinée? Simplement parce que nous sommes une grande nation, nous avons une grande chef d'État qui préside la destinée de notre nation avec beaucoup de réussite. Le président Oudéa a montré au monde la capacité du Cameroun à mettre en place une armée qui soit en mesure de faire face à ce fléau, à ce problème. Et déjà, le Cameroun a été le premier à poser le programme sur le plan international, à interpeller les Nations Unies sur les dangers que le président aujourd'hui, le pays de Tchad, mérite la piraterie maritime et autres. Donc c'est pour cette raison, et parce que le Cameroun dispose donc du BIR, de la marine, et une politique européenne, c'est donc tout temps qui est habilité pour que le Cameroun soit désigné par les Nations Unies, par la CEDEAO, par la CNC et la CGG, c'est-à-dire le comité de bonne stratégie pour éviter ce sommet. Je peux vous dire que pour le Cameroun, c'est une reconnaissance internationale des efforts que déploie le président de la République pour lutter contre ce phénomène de piraterie maritime. Oh, vous confirmez que tout est fin prêt pour que le sommet commence lundi prochain? Voilà, monsieur le ministre Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement, merci pour votre disponibilité à nous donner le dernier développement de cette grande actualité. Nous sommes à votre disposition au cas où il y aurait d'autres choses que nous devons savoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, retour donc sur ce plateau. Nous étions là avec le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, qui se trouve actuellement sur le site où va se tenir donc ce sommet des chefs d'État au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous étions avec Saint-Éloi Bidoum qui était en train de développer au niveau des statistiques sur les questions d'insécurité qui sévissent dans le golfe de Guinée. On va vous permettre de suivre. Vous avez tout à l'heure également eu l'occasion de suivre le ministre de la Communication. Je crois que le ministre de la Communication a tout dit sur l'état de préparation du Cameroun pour cette manifestation qui se veut grande et à mon avis qui honore le Cameroun. Quoique certains continuent à penser que le choix du Cameroun n'aura pas été bon, mais je dis quand c'est bien, il faut pouvoir le reconnaître. Je disais que les statistiques étaient criardes dans la mesure où il règne une insécurité totale dans la zone du golfe de Guinée. 2009, 46 attaques. 2010, 38 attaques. 2011, 53. 2012, 60 attaques. Vous voyez que aucun pays, comme disait le ministre Chiroma tout à l'heure, ne peut faire face seul à ce type de... Il faut une action synergique au sein des communautés, des États qui sont autour du golfe de Guinée. Pour le Cameroun s'est prémuni d'une force d'interposition qu'on appelle le BIR. Moi, j'étais à Bakassi dernièrement. J'ai vu cette force implantée pour défendre le golfe de Guinée. Et vous savez, chaque fois qu'il y a eu des altercations, les résultats ont été là. Le Nigeria, qui est notre voisin immédiat, à lui seul enregistre 25% du taux d'attaque au golfe de Guinée. Vous avez donc des groupes comme Boko Haram, comme les mouvements du Delta qui prospèrent. Tout ça peut être compréhensible. Il s'agit d'une réserve de 24 milliards de barils de pétrole. Vous comprenez que ça peut aiguiser des appétits, que ce soit chez les Occidentaux, que ce soit chez des brigands. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que cette zone est hautement stratégique. Elle a un sol riche, un sous-sol très riche et des fleuves très riches. Donc, on comprend aisément que le Cameroun ait été choisi
D'abord parce que le Cameroun est un pays suffisamment stable, un pays suffisamment paisible, un pays qui est l'extuaire au niveau du golfe de Guinée, et un pays, je dis que, j'entendais des gens dire que sur le plan économique, que gagne le Cameroun en gagnant, en organisant ce sommet. Je voudrais tout simplement dire que il me semble que la construction du port en eau profonde de Kribi, compte tenu des activités qui vont se développer dans le golfe de Guinée, n'est pas hasardeuse. La construction du port à Limbé, l'extension du port de Douala sont des indicateurs qui montrent que l'activité économique va être suffisamment développée dans le golfe de Guinée et le Cameroun doit pouvoir en tirer profit. Alors, Éric Foyette, je vous vois esquisser un sourire. Ça veut dire que les problématiques que soulève Saint-Éloi-Bidoum ne semblent pas rencontrer votre assentiment? J'ai comme l'impression que Saint-Éloi-Bidoum vient de descendre d'un avion pour le Cameroun, parce que le grand frère aîné me parle des choses que je crois... Lesquelles précisément? Mais quand il dit le sommet du golfe de Persique du golfe de Guinée, pardon, va amener des projets dans la sous-région, il faut que je rappelle d'abord que je suis quand même un ingénieur en sécurité, et je voudrais dire rapidement quelque chose qui est très important. Les armes que vous retrouvez dans cette partie du pays sont des armes de dernier cri qui coûtent extrêmement cher. Vous avez dit que vous étiez à Bakassi. Vous allez vous rendre compte que ceux qui combattent le BI là-bas arrivent à résister au BI et à menacer même le BI. Je dis ça, ceux qui sont de l'armée camerounaise savent de quoi je parle. C'est très dangereux. L'armée nigérienne a mal à partir. Et beaucoup d'autres armées. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens sont dotés de tout ce que nous pouvons avoir comme technologie, armement, renseignement et tout. Ils sont outillés, ils sont structurés, ils savent où ils vont. C'est pas des petits bandits qui sortent de derrière le quartier, qui se lèvent pour aller attaquer un convoi d'ingénieurs, par exemple, de Total, qui va en mer pour prendre le pétrole. À l'heure où nous parlons, la plupart des exploitants de pétrole sont obligés de marchander l'escorte des bandits pour aller de façon sûre dans certaines zones d'exploitation. Je veux vous dire, il y a des enjeux internationaux parce que l'intérêt réel des structures qui exploitent ce pétrole, c'est pas les pays africains, c'est pas réellement nous, c'est ni le Cameroun ni le Nigeria. C'est en réalité généralement des grosses structures multinationales telles que Total, F et toutes les autres structures, si vous voulez, la France, les États-Unis et autres. Alors, on se demande, qui a financé ces rebelles qui sortent de nulle part? Et quand vous regardez juste au Nigeria, il y a 24 types de rébellions armés. Et ils sont structurés. Vous n'arrivez pas à déterminer est-ce que c'est M. Franco Adgo, est-ce que c'est M. Eya, parce qu'ils sont dans le renseignement, ils sont armés, ils connaissent comment le système fonctionne. Donc je dis, c'est pas des histoires qui viennent d'ailleurs. Maintenant, quel intérêt? Vous comprenez quand même qu'il y a nécessité de s'organiser. Oui, mais je vais dire quelque chose. Il faut s'organiser. Il y a deux raisons. À qui profite le crime? Ça, c'est la première des questions qu'il faudrait se poser. Quand il y a des coupeurs de route, là, ça nous dérange parce que ça amène l'insécurité au Cameroun. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ceux qui vont attaquer des bateaux en mer. Je vous dis parce qu'il faut bien situer le problème. Le Cameroun n'a aucun intérêt à abriter ce sommet. Je vous dis, ça n'apporte absolument rien. Ça apporte aux multinationales, oui. Ça apporte aux grandes firmes mondiales qui exploitent le pétrole camerounais, nigérien, étoile-guinéen et autres à côté du Cameroun. Mais au Cameroun proprement dit, moi je me pose des questions parce que notre pétrole, si nous l'exploitons nous-mêmes, nous le pompons, nous l'exploitons, nous le transformons. Je voudrais comprendre pourquoi on a un gros intérêt à l'abriter. Donc, c'est les Occidentaux qui imposent ce sommet. C'est eux-mêmes d'ailleurs, parce que ça, on ne le dit pas. C'est eux qui vont financer le sommet et puis qui vont gérer en grande partie comment est-ce que le sommet va se faire. Donc, il faudrait comprendre à un moment donné quels sont les enjeux, vers où on va et qui a vraiment beaucoup à gagner. Vous allez voir que le prix de l'huile va augmenter dans quelques jours, mais qu'est-ce que le sommet va nous apporter? On commence à mettre un peu de chaud, parce que dans ce pays, on ne fait rien de définitif. On va mettre un peu d'achaux sur les routes, parce qu'on va accueillir les présidents. On aurait pu mettre peut-être de la peinture à huile. Mais comme on est dans une structure qui ne veut rien faire de durable, on fait de la poudre aux yeux et puis on avance. Moi, j'ai un problème sur la sécurité en disant, lorsqu'on parle de... Non, plus-value, le Cameroun est constamment et permanemment absent. Je vous rappelle que Monsieur le Président, l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo est parmi les membres fondateurs de l'UA. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que notre très cher président de la République à l'heure actuelle a fait de consistant à un niveau diplomatique qui peut défendre sa cause? Moi, je ne vois pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis je ne vois pas. Bon, c'est une lecture
je ne sais pas si François Bikoro, notre consultant, on a eu Saint-Éloi Bidoun qui a présenté les faits. On a l'analyse d'Éric Fouet qui pense que ce sommet ne vaut que pour du beurre et que le Cameroun n'a aucun intérêt à abriter cet événement. Alors, vous partagez l'une et l'autre lecture? Non, je ne suis pas là pour partager. Alors, votre point de vue sur la question? J'essaie de comprendre. Je me rends compte que chaque fois qu'il y a un événement supranational au Cameroun, les acteurs politiques n'arrivent pas à se surpasser. Ils ont toujours l'impression que c'est des moments idoines pour exposer les limites et les activités réduites de leur territoire, de leur activité politique. C'est-à-dire que les émotions des acteurs politiques sont au-dessus des contingences nationales et internationales qui, elles, vont les interpeller au moment où ils prendront le pouvoir ou alors les interpellent au moment où ils sont au pouvoir. Je crois que le réel problème qui se pose ici, et vous avez dû le comprendre, c'est que les Camerounais ne comprennent pas toujours que lorsqu'ils ont besoin des apports induits de la communauté internationale à travers les forats, les sommets, les réunions qui permettent que les acteurs économiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement liés à l'activité politique, qui est une activité particulièrement ludique, ils ne comprennent pas que lorsqu'il y a un sommet du G8, qui n'est pas de la représentation camerounaise, lorsqu'il y a un sommet du TICAD, comme on a eu lieu, qui a eu lieu dernièrement, je crois avec le Japon, qui n'est pas la représentation camerounaise, lorsqu'il y a un sommet qui permet que les autres acteurs socio-économiques du pays puissent apporter la plus-value dont a besoin les populations et le peuple, qu'on ne trouve pas toujours le Cameroun. Mais dès que les autres qui ont un intérêt à venir chez eux, comme l'expliquait tout à l'heure Foyet, les gens qui viennent ici viennent parce qu'il y a le pétrole. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ils viennent là parce qu'il y a une activité qui va se mettre en place, parce que le Cameroun est à la contingence d'un certain nombre d'autres activités. Les gens ne comprennent pas ce pays qui est toujours stable, qui est en sécurité, qui a autant de ressources et qui ne suscite pas un intérêt de la part d'un certain nombre de foyers de tension et d'insécurité. Donc le débat qui vient d'avoir cours là est un débat de gens qui se posent la question de savoir pourquoi les voisins viennent toujours vers nous, mais quand nous on a besoin d'aller vers le voisin, le canal qui doit nous amener vers les voisins, qui est un canal politique, qui est un canal de gouvernance, on n'y trouve pas. Imaginez un seul instant que s'il y a 100 postes dans la communauté internationale, je suis sûr que sur ce tableau, personne ne pourra nous dire si on a un ou deux postes. Or, vous savez très bien que les prises de décision se font à des instances comme celle-là. Si on va à l'Union africaine, on va aux Nations Unies, on va à l'UNICEF, on va à ECOSOC, on va à truc là, on ne trouve pas le Cameroun. Il y a même plus grave. Vous savez que la nouvelle Guinée équatoriale, celle qui est dirigée à l'heure actuelle par M. Obiangema, pas l'ancienne Guinée équatoriale, dès lors qu'elle est arrivée sur le giron du leadership économique, vous avez vu que notre pays a pratiquement perdu toutes ses plates-bandes, simplement parce que lorsqu'on discute d'un certain nombre de choses, il n'y a pas toujours la représentation camerounaise pour dire, pour rappeler sa position géostratégique, comme le disait tout à l'heure Bidoum, pour rappeler les ressources humaines capables de gérer un certain nombre de choses. Et on se dit donc qu'il y a un problème. Mais ça n'enlève pas le fait que lorsqu'un chef d'État se déplace pour aller dans notre pays, il y a des mouvements économiques qui se mettent en place. C'est des gens qui vont, on peut prendre ça terre à terre, qui vont habiter les hôtels, qui vont se nourrir, qui vont certainement, c'est une occasion de tourisme, et qui vont, à l'issue du sommet, rassurer l'ensemble de la communauté internationale, les touristes et autres, que nous sommes allés nous réunir dans un pays où on se sentait à l'aise, on n'avait pas un truc. Mais la question encore, c'est de savoir, une fois qu'ils seront partis, quelle est la matrice de gouvernance qui va permettre de tirer le meilleur profit de tous les sommets que nous organisons chez nous, où les gens viennent chez nous, alors que dès qu'ils sont repartis, nous revenons à nos miasmes dont on a l'habitude d'avoir, sans qu'on sache. Je crois que c'est dans ce sens que Foyer se disait, qu'est-ce qu'on gagne? On a eu l'OUA, on a eu les France-Afrique, on a eu la Coupe de tout ça. Qu'est-ce qu'on a gagné à l'issue de ces gens qui viennent chez nous, qui viennent découvrir ce beau pays avec toutes ces ressources? Vous allez voir que la plupart du temps, en dehors du palais des congrès et des tête-à-tête entre le président et ses homologues, les gens repartent. On a eu un sommet des cinquantenaires où des gens sont venus ici. Aucun opérateur économique, en dehors de vendre
de la nourriture et tout ça, n'a signé un contrat de joint venture. On n'a pas appris que le lendemain, les gens sont repartis. Et je m'étonne que M. Saint-Éloi, qui a créé un journal pour permettre la liaison entre la diaspora camerounaise et les ressources que nous avons ici au pays, se mettre en joie de croire que le seul fait que les gens viennent. Est-ce que vous avez entendu dans cette délégation qu'on a pris nos frères de la diaspora pour venir voir de quoi il s'agit? Parce que les questions de piraterie, les questions d'insécurité dérivent aussi du fait que les peuples se posent la question de savoir, depuis qu'on exploite leurs ressources, qu'est-ce qu'ils en gagnent. Or, vous savez qu'il y a une technologie que nos frères de la diaspora ont amenée ici. Ils ont passé 3 jours au palais des congrès sans savoir quel est leur interlocuteur. Et quand ils sont repartis, pendant que l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, de la CEDEAO, en dehors de la CEMAC, ont des ministères chargés de la diaspora, je crois que le pays de Saint-Éloi tarde encore à savoir ce qu'il faut faire. Je crois que c'est dans ce sens. Peut-être que je vous ai mal compris, monsieur Foyer. Mais le reste... Même si l'introduction... Ok, voilà, on a déjà quelques questions. C'est vrai que il y a l'une d'elles. À quoi nous sert un tel sommet? C'est Serge Nkou qui pose la question. Je crois que vous avez commencé déjà à évoquer la question. Ingénieur en sécurité, on vous pose la question de savoir de quelle sécurité est-ce que vous parlez. Et puis, un autre téléspectateur qui écrit ceci, un autre téléspectateur qui dit le président camerounais n'assiste pas au sommet en Afrique. Les présidents de la sous-région ne viendront pas tous. Voilà. Non, il faut rassurer ces messieurs. Ce n'est pas le sommet. Ils ont déjà confirmé. Ce n'est pas un sommet organisé par le Cameroun. C'est un sommet qui a pour ambition de juguler les flux d'insécurité au plan maritime. Ce sommet a déjà eu lieu pour d'autres territoires qui ne sont pas maritimes. En ce sens que nous savons très bien que tout ce qui s'est passé en Libye, tout ce qui se passe au Mali, tout ce qui se passe en Somalie, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, tout ce qui se passe en Afghanistan, les terroristes ont tendance, à chercher les moyens pour soutenir leur action terroriste. La deuxième chose, c'est qu'ils le font en arraisonnant les bateaux qui sont soit remplis de pétrole, soit remplis de ressources. C'est pour cela que les gens se disent, comme les foyers de recherche de moyens sont en train de se déplacer vers l'Afrique, la communauté internationale, qui est la principale bénéficiaire de toute cette manne-là, estime qu'il faut sonner le tocsin. Anticiper. Voilà, pour anticiper, pour sonner le tocsin pour que ça ait lieu. Et ils n'ont pas voulu aller dans un pays qui est impliqué dans les miasmes de questions d'insécurité internationale, notamment les pays qui sont comme le Mali, où vous savez qu'il y a autant de problèmes et tout. Et ils ont dû remarquer depuis près de 10 ans aujourd'hui, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Douala est déjà une base qui permet de juguler les crises d'insécurité. Ils ont donc dû remarquer, et c'est là que la gouvernance de M. Biya peut être tirée en coup de chapeau, parce qu'on peut aussi se poser la question de savoir à quoi bon aller dans des sommets où, de façon vaseuse, on raconte des histoires et on se sépare. Donc je crois que dans ce sens-là, M. Bidoum a un peu raison de dire c'est un gain diplomatique que chaque fois qu'on parle des problèmes des autres, on préfère venir en parler chez nous. Mais Biya gagne aussi en ce sens que si le foyer de tension avait déjà l'intention de venir vers notre pays, les moyens que l'on va mettre en place ici vont certainement décourager un certain nombre de personnes à l'extérieur et peut-être à l'intérieur, parce que les questions d'insécurité, les questions de terrorisme ont toujours à l'intérieur de chaque pays des gens qui sont prêts pour des questions de politique intérieure ou interne à être des complices de ce qui arrive à notre pays. Alors, et c'est dommage. Il y a Georges qui dit un sommet de plus pour rien. Que sont devenues les résolutions d'Africa 21? On se posait la question tout à l'heure. Je crois que M. Bidou est mieux placé pour nous apporter la réponse. Voilà, donc il est pratiquement dans un journal qui parle que nous tous. Alors, Eric Foët, on va sortir de ce sujet dans Oui, très rapidement, juste pour dire que l'interlocuteur a demandé ingénieur en sécurité, ingénieur en système de sécurité. Je gère mon entreprise depuis plus de 8 ans au Cameroun. Je ne viens pas ici faire l'apologie de ma personne. Sinon, on vous enverrait au service commercial. Voilà, donc il faut toute mesure garder. On a beaucoup de problèmes au Cameroun. Je rappelle tout de même qu'on a des systèmes très archaïques au Cameroun. Je donne juste un petit élément pour que l'opérateur ou les intelligences camerounaises comprennent. Notre transmission radio de la gendarmerie n'est numérique qu'à Yaoundé.
Ça veut dire qu'à Douala, avec n'importe quel appareil de près de 25 000, je peux pirater les transmissions de la gendarmerie et savoir ce que les commandants se disent. Pour ceux qui comprennent, quand je parle comme ça, ils comprennent que je ne suis pas un... En termes de sécurité, vous pouvez nous mettre à l'abri des souris qui nous dérangent? Non, je ne veux pas passer au service commercial. Non, les souris et les cafards dans nos maisons, c'est aussi des questions de sécurité. Question de sécurité. Voilà. Alors Saint-Éloi, quand même, ce téléspectateur a posé ce problème de participation du président de la République à des sommets hors du Cameroun. Cela n'arrive pas très souvent. Est-ce que ce n'est pas un problème au moment où maintenant les gens doivent venir chez lui? Non, je crois que le nombre d'invités qu'il y a, le nombre de chefs d'État qui ont confirmé, on a annoncé 22 chefs d'État. qui ont confirmé leur participation. Ils ne sont pas encore là. Non, ils arrivent ils seront là. De toutes les façons, je vous donne une information. Le ministre n'a pas voulu donner l'information tout à l'heure. Il est ministre de la République. Moi, je suis directeur de publication. J'investigue. Je vous confirme que tous les chefs d'État de la sous-région, de la CEAC il seront là. quand même Tous les chefs d'État de la CEDEAO seront là. Puis c'est le NUC qui a... C'est le NUC qui coiffe cette histoire. Quand le président de la République ait l'habitude d'aller au sommet chez les autres, ou qu'il n'ait pas l'habitude d'y aller, je vous dis que le Cameroun, aujourd'hui, est reconnu sur le plan international que c'est un pays qui offre suffisamment de gages de paix. Et c'est pour ça que nous avons été choisis. On n'aurait pas pu aller tenir ce sommet dans un pays qui est hautement stratégique comme le Congo démocratique. On n'aurait pas pu aller tenir ce sommet au Mali. On a choisi de le tenir au Cameroun parce que le Cameroun offre des gages d'abord de réplique à l'insécurité. Vous avez vu, il y a eu des massacres d'éléphants dans la réserve de Boubandjida. Vous avez vu la réaction. Vous avez vu la réaction du Cameroun face à tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des enlèvements de Français dernièrement. Vous avez vu comment ça s'est soldé. Donc, le Cameroun, j'ai dit de grâce, ne faisons pas de la politique. Ne faisons pas de la politique là où il ne faut pas. Le Cameroun a été choisi et ce sont les Nations Unies qui ont choisi le Cameroun pour abriter ce sujet. Je crois que c'est une victoire diplomatique qui démontre à suffisant que le Cameroun compte certainement dans le concert des nations. Bon, ce n'est pas un sujet, mais on va sortir par cette question. Hein. Peut-être la réponse pourrait venir de François Bikoro. Il y a Joseph qui nous écrit depuis la RDC. C'est vrai qu'il n'a pas précisé de quelle ville il se trouve. Il demande ce que nous pensons ici, sur ce plateau, de l'indépendance du Katanga en RDC qui est en train de se profiler à l'horizon. Est-ce que c'est une question à laquelle on peut déjà apporter un élément de réponse ou alors... La question a justement trait aux questions d'insécurité. Très délicat. Frontalière et interne. Et la question du Katanga avait connu un début de solution, malheureusement dans le sang, à une époque de guerre d'indépendance. Parce qu'il faut aussi bien préciser que le Katanga a la malchance d'être assis sur un sol qui est extrêmement prolixe. Un scandale minier. Un scandale géologique et minier. Et que les questions dont la RDC subit aujourd'hui viennent justement du fait qu'à un moment donné de son existence, le Zaïre, et c'est pourquoi j'appelle Zaïre, a failli créer une âme africaine en son sein. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la RDC est un demi-continent. J'allais dire un continent, dans un continent. 5 fois la France. Voilà. Ce qui fait qu'il a avec lui, et nous parlons encore de questions d'insécurité, pratiquement 8 pays qui depuis 30 ans aujourd'hui n'arrivent pas à juguler leurs questions de sécurité et trouvent toujours une terre d'asile, j'allais encore dire les moyens pour aller régler les problèmes internes des autres pays. Donc dans ce sens, parler du Katanga aujourd'hui comme possibilité de se retrouver comme un pays indépendant, je crois qu'il vaut mieux qu'on n'en parle pas dans les médias internationaux. Ça risque de donner à douber un certain nombre de personnages qui ne comprennent pas que si l'Afrique veut sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve, il vaut mieux revenir à ce que les pères fondateurs, Kwame Nkrumah et les autres ont pensé, la solidarité internationale. Et nous sommes en train de recevoir un sommet qui parle de solidarité et d'unité contre le terrorisme, contre les insécurités. Je crois qu'il n'est pas bien séant pour les Katangais qui n'ont pas pu réussir cela avec la CI à l'époque de le faire aujourd'hui. Ils vont simplement faire profiter les pays voisins qui essayent tant bien que mal de régler leurs problèmes internes parce qu'ils n'ont pas pu juguler leur rapport et leur participation
information à la communauté internationale. Voilà, il faut dire que les messages commencent à pleuvoir sur bonjour à tous, le Cameroun détient 15% du pétrole du golfe de Guinée, d'où la grandeur de l'ambassade américaine à Yaoundé. Donc, il pense que c'est l'affaire des grandes puissances. C'est ce que pense Léopold. Je pense qu'on l'avait déjà signalé que c'est plutôt d'autres qui ont intérêt à ce que ce sommet se tienne. À quoi sert à Biya de continuer à assister à des sommets dont les clauses ne sont jamais appliquées? Je crois que là, on l'a dit sur le plateau, très rapidement, on va lire encore un message. Ces pirates n'ont-ils pas des complicités dans les hautes sphères des pouvoirs? C'est la question que pose. On l'a aussi dit tout à l'heure. Je crois qu'on a développé également cette question-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va donc sortir de ce premier thème en indiquant tout simplement que le Cameroun accueille du 24 au 25 juin prochain donc le sommet sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. On annonce plus de 20 chefs d'État qui arrivent à Yaoundé, ainsi que des experts qui viennent des organismes internationaux, y compris donc de l'ONU. C'est indiqué tout simplement que le sujet est intéressant pour tout le monde. On va passer au second thème de cette émission. On pourra peut-être avoir le temps de relire les quelques messages qu'on va recevoir sur le premier thème d'ici la fin de cette émission. Le temps pour nous de parler à présent de football. On parle donc de cette situation à la Fédération camerounaise de football le 19 juin dernier. On a donc organisé nuitamment une élection à laquelle, lors de laquelle le président Iya Mohamed a donc été reconduit pour 4 ans, malgré le fait qu'il soit écroué à la prison centrale de Kondegui pour les problèmes de gestion qui sont liés à l'assaut des cotons. Et bien, malgré le fait que le ministre des Sports et l'Éducation physique et les membres de la FECAFOOT soient allés à la primature où il était convenu de mettre sur pied un bureau consensuel qui devrait gérer les affaires de football pendant 2 ans, eh bien, les membres de la FECAFOOT ont tout simplement botté tout cela en touche avant de se réunir tard dans la nuit pour donc voter. Alors, il se passe aujourd'hui que des voix s'élèvent pour indiquer que cette élection ne vaut que pour du beurre. La question est donc de savoir sur ce plateau, est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti de l'auberge? Est-ce que c'est toujours le flou qui persiste au niveau donc de la Fédération camerounaise de football Saint-Éloi Bidon? L'analyse que vous faites de cette élection en rapport avec tout ce qu'on connaît autour de cette activité? Moi, je retiens une seule chose et je me félicite d'une seule chose. C'est que pour la première fois, l'État du Cameroun a pris ses responsabilités devant la FIFA. Le 19 s'est tenu une réunion dans le cabinet du Premier ministre, réunion à laquelle prenait part le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la sûreté nationale, le Premier ministre, le ministre des Sports et le secrétaire d'État à la Défense. D'entrée de jeu, le responsable, le représentant de la FIFA a brandi à l'État du Cameroun la menace de suspension du Cameroun. Et je vous assure que depuis que ce gouvernement est en place, je n'ai jamais pensé qu'il y avait des hommes qui pouvaient prendre des positions aussi responsables. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas allé par 4 chemins pour indiquer aux représentants de la FIFA qu'on ne construit pas le Cameroun avec la FIFA. Le délégué général à la sûreté nationale a renchéri en expliquant aux représentants de la FIFA que si ces gens sont encore en vie aujourd'hui, vous avez fait un tour à la FECAFOOT, le peuple que vous avez vu, vous devez les lâcher. Mais nous les protégeons. Et le Premier ministre a rappelé à ce monsieur avec fermeté que c'est une affaire camerouno-camerounaise et qu'il est prié de sortir de la salle. Il est donc sorti, les Camerounais se sont assis, se sont parlé et sont arrivés à des conclusions. La conclusion c'était quoi? La conclusion c'était de se revoir le lendemain. Mais un consensus s'est dégagé sur un nombre de personnes qui vont gérer la FECAFOOT pendant 2 ans. C'est-à-dire 17 personnes dans la faction Iya Mohamed, 8 personnes dans la faction Begeninde. Voilà donc au moment où le Premier ministre vient clôturer les travaux, ce que le ministre des Sports et le représentant de la FIFA doivent aller dire aux membres de la FECAFOOT. D'entrée de jeu, parce qu'il faut bien que les gens sachent comment les choses sont passées. D'entrée de jeu, le représentant de la FIFA prend la parole
pour expliquer aux membres de la FECAFOOT que le consensus retenu chez le Premier ministre est salutaire pour la FECAFOOT. Pour la simple raison que la plainte déposée par M. Begeninde au niveau du TAS, il est sûr que ce qu'on est en train de faire ne peut prospérer. La deuxième chose qu'il a dit, les tests sont flous, il va falloir s'arrimer à de nouveaux tests. Je crois que le ministre des Sports est convaincu que la réunion est terminée. Ils s'en vont et le responsable de la FIFA reste avec les 98 membres de la FECAFOOT et décide de procéder à une élection qui se solde par l'élection de M. Iya Mohamed. Je voudrais poser deux questions. D'abord, en droit, est-ce qu'on peut, par procuration, se porter candidat? Sur ce plan-là, c'est... Est-ce qu'on peut se porter candidat par procuration quand on ne jouit plus de ses droits? Deux, celui qui a convoqué les assises de la fédération, avait-il qualité? Il me semble que non. C'est le troisième vice-président, M. Mveng, qui a convoqué les assises et qui était porteur de la procuration de M. Iya Mohamed, qui datait du 4 juin, alors que M. Iya Mohamed était en liberté. Donc, je crois qu'il va falloir revenir à quelque chose de simple. Les tests de la FECAFOOT disent ceci. En cas d'indisponibilité du président de la FECAFOOT, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. Il a 60 jours pour organiser des élections. M. Iya Mohamed, président de la FECAFOOT, est devenu président de la FECAFOOT à la faveur de l'interpellation de M. Vincent Onana, qui était président de la FECAFOOT. Automatiquement, il en est devenu le président. Donc, je vous dis, ce qui est en train de se passer est grave parce que un groupe d'individus ne peuvent pas défier l'autorité de l'État. Et je suis sûr que on reproche à l'État d'être lent, d'être mou, mais je vous dis que l'État, au jour d'aujourd'hui, applique la politique du cuir tanné. Faut-il pas le laisser pourrir pour mieux le tanner? Donc le pourrissement de la situation ils seront tannés. Ceux à la FECAFOOT qui essayent de se dresser contre l'État. L'État est un monstre froid. Et je vous dis, les 105 membres de la FECAFOOT, personne n'a à voir avec le football. Ce sont des hommes que M. Iya Mohamed a mis à sa solde, qui ont pour vocation depuis 14 ans à revenir chaque 4 années pour élire M. Iya Mohamed. Je crois que la CONAC a du travail à faire de ce côté-là. Et je suis sûr que quand M. Iya Mohamed se sentira lâché, quand il parlera, ces hommes de tête tomberont et c'est de ça qu'ils ont peur. Alors, Eric Fouette, Saint-Éloi Bidoum vient là de planter le décor de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une défiance, le fait que les membres de la FECAFOOT se soient réunis tard dans la nuit, malgré cette rencontre à la primature? Je me réjouis quand même que le gouvernement a un ardent défenseur sur ce plateau, en l'occurrence du grand frère Saint-Éloi. Mais je voudrais quand même dire au regret de certaines intelligences que quand on est dans une situation où on a un président de la Sodecoton, président de la Fédération camerounaise en prison, je me dis quelque part que, je vais utiliser un terme un peu grossier, le gouvernement manque peut-être un peu de couilles. Je me pose des questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que c'est possible que M. Iya puisse être encore président de la FECAFOOT étant à Kondengui? Je me pose des questions, par exemple, sur la procuration qui a été faite. Si on lit attentivement les tests de la FECAFOOT, on se rend compte qu'il est possible de léguer une procuration. Bon, bref, mais quand est-ce qu'elle... Pour voter? Non, pas pour de candidature. Même en cas d'empêchement, à ce niveau-là, c'est pas là où ils peuvent être attaquables. Le véritable problème, c'est que Iya Mohamed et son équipe ont ficelé les textes de la FECAFOOT, un peu comme son frère ou alors son acolyte de parti, son excellence M. Biya, de telle en sorte qu'il est impossible de les battre sur ce terrain-là. Alors il faut revoir les textes qui régissent les élections à la FECAFOOT afin de battre IA. C'est le B à bas. Le reste, tout ce qu'on va dire n'est que conjecture. Je vais encore dire autre chose. Quand vous regardez entre IA et Biya, il n'y a que le B qui manque. L'un est fort, l'autre est très fort. Pour ceux qui doutaient de la pertinence et de la puissance de M. Iya Mohamed, on peut le découvrir aujourd'hui avec toute la solennité que ce monsieur dont tout le monde pensait qu'il allait s'échapper, on a retiré son passeport, on lui a remis son passeport, tout le monde, une partie du peuple en tout cas, parce que je dis encore une partie du peuple, parce que lorsqu'on est sorti des élections, il était pratiquement très tard dans la nuit à la FECAFOOT, les populations criaient.
il y a, je ne sais pas si monsieur, je l'ai pas peut-être aperçu là, mais je vous assure, les populations criaient, il y a comme quand le Cameroun vient de remporter une Coupe d'Afrique et qu'on crie peut-être, je sais pas, Eto'o Roger Mila. Ça veut dire qu'il a un peu plus derrière lui. De toutes les façons, je ne sais pas s'il a payé ses ans pour veiller là, comme les journalistes et curieux comme nous autres qui étions là pour découvrir ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens derrière lui et il a démontré à qui veut l'entendre qu'il a bien appris du système RDPC, où il est membre du comité central. Le RDPC est en train de jeter tous ses militants en prison, mais moi je dis c'est bien, parce qu'ils vont se déchirer, et puis ils vont laisser que la FECAFOOT, parce que je rappelle encore autre chose, je vois un membre du Sénat qui est, je crois, 3e vice-président à FECAFOOT, je me pose bien des questions. Mais on est dans quel pays? C'est quelle nation? Je vois le fils de l'autre, bon Dieu, c'est les mêmes, il ne manque pas, il manque d'autres Camerounais. Pourquoi on ne crée même pas de nouveaux noms pour Katia, Ramasenga, on vient le mettre là? C'est les mêmes, le fils de tel. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Je m'excuse, grand frère, je suis jeune. Je pense qu'à la FECAFOOT, il faudrait bousculer les choses. Donnez-nous votre point de vue. Alors François Bikoro, c'est quand même aujourd'hui qu'on constate qu'il y a un président de la FECAFOOT avec un bureau qui a été élu. Mais on se pose quand même des questions. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous posez des questions. Il y a une logique qui s'est mise en place depuis un certain temps. C'est que les gens qui gèrent, donnent l'impression, j'allais dire l'illusion, à l'ensemble du corpus social que le Cameroun n'est plus gouverné. Il faut dire la vérité aux gens. Je suis désolé pour... Est-ce que de tels événements ne viennent pas confirmer? Non, je vous dis, c'est à dessein. C'est des constructions qui n'ont rien à voir avec le football. Hier, on a vu, depuis qu'on dit ne volez plus, les gens volent comme des toupies. Regardez à Yaoundé, les immeubles montent, personne ne peut te montrer un compte bancaire. Personne ne peut te montrer un compte bancaire. Les immeubles montent partout. L'IAMO ne sait pas là où l'argent sort. Allez dans les ministères. Personne ne touche au budget investissement. Oui, très bien. L'argent est stocké là pour les investissements. Parce qu'avec les investissements, on peut savoir si tu as conçu une maison ou si tu n'as pas conçu une maison. Avant une semaine, l'argent du fonctionnement est déjà fini complètement. Regardez comment ces gens se comportent. Donc je vous dis, c'est une construction. Et j'ai dit, tel que c'est parti, pourquoi est-ce qu'on a attendu le 19 pour inculper M. Iya Mohamed? Parce que dans l'appareil de l'État, il se trouve des gens à Iya Mohamed qui sont dans une construction pour mettre le pays à feu et à sang. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit là. Aussi le RDPC. Les gens veulent à tout démontrer. Quand on vous dit le premier ministre du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le délégué général à la Sûreté nationale, le ministre en charge des sports, il ne manquait plus que le ministre de la Défense. C'est-à-dire les gens qui tiennent un pays sur tous les plans de sécurité et de stabilité. Ils vous disent pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que nous avons des enjeux qui dépassent le football et le sport, qui n'a jamais rien amené dans ce pays, que les membres de la FECAFOOT à l'intérieur s'entendent pour nous éviter le propre, pour nous éviter de déployer des forces dans la ville alors qu'on a d'autres choses à faire. Des gens qui se disent des gens d'honneur signent ce pacte devant la République, enfin, devant la représentation de la République, en attendant que lundi matin, le premier ministre du gouvernement me prouve qu'il est représentant de la République. Sinon, et on dit, on va en informer des gogos et des zozos qui n'ont rien à voir avec le football, qui sont venus là-bas parce que Madame Mboutou a donné ses 20 millions de francs pour qu'on les mette dans des auberges de sous-quartier pendant que le représentant de la FIFA dormait avec 3 jeunes filles de moins de 15 ans à l'hôtel de la place. Ils y arrivent donc, le ministre rentre, le président du comité national olympique et sportif, ils disent pour l'intérêt supérieur de la nation, puisque depuis 8 heures jusqu'à 21 heures, personne n'a pas pu ouvrir la bouche s'il n'y avait pas de force de police et de sécurité. Et tout le monde dit ok, c'est bon. Mais lorsqu'on en ressort, le ministre a un langage bizarre, qui me semble bizarre. Le président de la FIFA a un langage bizarre. Et on se pose la question, est-ce que tous ces gens sont pour l'intérêt supérieur de la nation? Parce que les gens qui sont allés au premier ministère,
il y avait la majorité était du côté de M. Iya. Ça veut dire qu'il représentait la faction Iya. On a dit, ça fait 3 fois qu'on n'arrive pas à faire les élections. Le consensus a commencé par les mauvaises élections des régions. Le représentant du littoral qui devait l'argent à Mboutou, et heureusement qu'il a remboursé parce qu'on l'a bien tabassé avant de rembourser. Le représentant de la région de l'Ouest qui devait l'argent à Mboutou, on l'a bien tabassé, il a remboursé. Vous avez oublié son nom, monsieur? Moi, je crois qu'il était député à je crois, Ouembe, quelque chose. On peut donner les noms, hein, vraiment, ne vous en faites pas. Les noms, mais ce n'est pas le cas ici parce que c'est une télévision internationale. Les affaires du Cameroun, on les règle entre nous. Mais je veux rassurer la communauté internationale qu'au moins 5 membres du bureau qui est sorti l'autre jour ont dormi dans les jeux du secrétaire d'État à la défense pour abus de confiance, vol aggravé et tentative de truc de l'argent d'un des membres à qui ils ont promu qu'il sera un des vice-présidents de ce bureau qui a eu lieu notamment sans lumière. Alors quand on est dans ce genre de construction, la question fondamentale aujourd'hui, laissons le football, puisque le football a les joueurs. Je me pose la question de savoir, on parle de sécurité. La sécurité, c'est aussi dans les esprits. C'est dans le physique, c'est dans le moral. Un gouverneur de province, de région, interdit une manifestation. Un sous-préfet interdit une manifestation. Les textes de la FECAFO disent qu'il ne peut avoir lieu d'élection que là où il y a une activité footballistique au cours de l'année. La région du Sud n'a pas un seul club, n'a jamais eu d'activité sportive. Comment vous m'expliquez qu'on peut dire que les gens ont été élus là-bas? On arrive donc à la question de savoir maintenant comment ça va se passer lorsque vous, le journaliste, vous allez commettre un article que la loi interdit. Donc la loi interdit. Et quelle est la personne qui va venir vous dire d'appliquer ça? Vous allez lui dire, vous allez lui opposer le fait que tout à côté, il y a des gens qui n'ont pas appliqué ni les injonctions, ni les machins. C'est à ce niveau que je me pose la question de savoir quel est ce pays qu'on appelle le Cameroun, où des gens décident un matin, qui sont des hommes d'honneur, prennent un engagement pour sauver la République et notamment remettre cet engagement en cause. Moi, je crois qu'il y a un réel problème. Et puis 2 minutes après, on dit qu'il y a la Commission nationale anticorruption au Cameroun, il y a le contrôle supérieur d'État qui a épinglé M. Iya, et une dame vous dit, quand on a fermé les comptes, on a serré les comptes de la FECAFOOT, ces gens sont venus me voir pour me dire, dès que nous prendrons, comme il y a 8 milliards qui arrivent, dès qu'on est élu et tout, nous allons te rembourser la date dont tu seras membre. Et dès qu'elle a perdu la possibilité d'être membre du bureau, on a les photos sur le net. Cette dame a gravaté jusqu'à l'étranglement un certain Matama qui semble-t-il est 3e vice-président, celui qui avait trahi un certain... Je ne la savais pas musclée. Hein? Mais elle a... Nous, monsieur ne respirait plus, c'est nous qui avons séparé la bagarre. On dit non, au départ il dit je ne connais pas. La femme, tu dis que tu ne connais pas. À la 3e réplique, elle dit oui je connais. Il dit tu vas rembourser. Avant 7 h du matin, le type était au téléphone. Grand frère, envoie-moi 2 millions, 3 millions. C'est comme donc, ça que... Non, et vous pouvez rentrer dans ces 20 millions. Ce que nous voulons dire, c'est que voilà le type de personnage que la République et la FIFA veulent accueillir. Mais ce qui est évident, c'est que si on avait tenu compte des gens de l'Assemblée générale, on ne serait pas allé au Premier ministère. On est allé au Premier ministère parce qu'on s'est rendu compte que toute la journée, on n'a pas pu s'entendre. Monsieur Somoyega fait partie du comité exécutif. De tous les gens là. Donc, le Premier ministre ne s'est pas ingéré. Il a dit les renseignements que j'ai de la part de mes ministres en charge des questions de sécurité ne me permettent pas de laisser les choses se passer telles qu'elles se passent. Asseyez-vous dans un coin, entendez-vous sur un certain nombre de choses. Et le représentant de la FIFA lui-même, c'est ça qui est dommage. Peut-être les 3 filles avec lesquelles il a dormi au Hilton, excusez-moi pour la publicité, ont dû lui rendre un peu bête. Parce que lui-même il a dit, honnêtement, sur la base des récriminations de certains de vos amis au tribunal arbitral du sport, où la FECAFOOT n'a pas fait appel, contrairement à ce que les gens vous racontaient ici. La période d'appel est finie sans que la FECAFOOT, parce qu'il n'y avait plus ni de président de FECAFOOT, ni rien. Je vous dis que tel que c'est parti, si on garde en l'état ce que j'ai vu au tribunal arbitral du sport, tout ce que vous allez faire, il n'y a que le consensus qui peut vous sauver. Moi, je vous conseille, comme le dit le Premier ministre, faites un consensus. Le consensus voulait donc qu'une partie des gars de IA majoritaires se mettent en place. Et on prend 2 ou 3 personnes parmi les gens qui se récriminaient un peu
pour trouver un consensus pour l'intérêt de la nation. On est dans les c'est-à-dire, nous sommes sûrs qu'on va gagner les 3 points du Togo, nous sommes sûrs qu'on peut faire un nul avec la Libye. Donc, il y a des possibilités que le Cameroun... C'est dans ce sens que l'ensemble des personnes qui étaient là sur place ont estimé que, bon, pour l'intérêt supérieur de la nation, on peut donner. D'où vient-il donc d'arriver à l'intérieur? Le ministre a dit au revoir, tout le monde dit, écoutez, ok. À 22h, soit 15 ou 20 minutes, un monsieur sort qu'on n'a même pas pu identifier, il dit, il y a des... Et dans le général, tous les gens qui étaient dehors ne parlaient de cigarettes. Donc, il dit que c'est le peuple. Ne parlez jamais du peuple quand on parle de choses. L'Afrique, c'est un ensemble de personnels qui n'a rien à voir avec le peuple, mais ils font partie du peuple. Je dis les gens que j'ai vus là sont partie du peuple, mais c'était des oiseaux parce que les personnes qui étaient des personnes sérieuses n'auraient pas dû accepter ce genre de choses. Je relate juste les faits. Au moment où on parle aujourd'hui, on se pose dans la question de savoir, comme l'interlocuteur du bureau de l'Africafoot et l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun a pour patron le peuple camerounais qui paye les impôts. Et les gens ont tendance, dans une société où nous sommes déjà plus de 2, à ne pas vouloir respecter la loi. C'est pour cela qu'on a créé des services pour que les gens respectent la loi. Dans quelles conditions le premier ministre du gouvernement, le ministre de la mission territoriale, le ministre en charge des questions de sûreté, dans quelles conditions vont-ils se mettre face à l'autre peuple qui n'est pas l'Africafoot pour leur demander de respecter les lois? C'est pour ça que je dis, attendons d'ici lundi, peut-être que la République va nous rassurer que nous sommes dans un État. Justement, je voulais poser la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de la part du gouvernement? Il y a des informations d'abord très précises que j'aimerais donner. Au consensus, au pouvoir de la primature, il a été demandé que Joseph-Antoine Bell intègre l'équipe du consensus, que Abdourahmane, mon ami très... Abdourahmane Amadou, qui est président de club. Effectivement, qui connaît très bien les affaires de l'Africafoot, les textes et autres, intègre aussi cette équipe. Et je pense qu'il devrait être certainement proposé comme secrétaire général Africafoot. Et vous voyez, en réalité... cette association et que 4 autres membres viennent de l'équipe actuelle de l'Africafoot. Donc c'était un consensus pour l'État en tout cas de mêler les pour et les contre IA, si je peux m'exprimer simplement comme ça. Donc c'était la meilleure solution. Non. Ce que vous dites là est grave. Oui. Au moment où ils sortent de chez le Premier ministre, aucun nom. Il n'y a aucun nom. Aucun nom n'est cité. Ils doivent se retrouver le lendemain à 10h. Mais le nombre est fixé, 25 personnes, donc 17 là-bas et là-bas. Aucun nom n'est cité. Monsieur Saint-Éloi, vous avez vos informations, j'ai les miennes. Sauf si vous me démontrez que vous étiez à l'intérieur du ministère ou lorsqu'ils sont rentrés à la fédération, je vous dirais, faites très attention. Tous les journalistes, permettez-moi, tous les journalistes sportifs que vous allez interroger vont vous dire le même message. Si vous appelez même, il a été interviewé juste après, je ne vais pas faire publicité du média, à Amplitude FM, Joseph-Antoine Bell et Abdourahmane ont été pris un peu à l'interview. Et je vais vous dire, c'est des faits qui ne sont pas cachés. Donc, quand je dis quelque chose, je m'assure d'avoir vérifié ce que je dis. Donc, ça, c'est les deux que je connais, au moins dont je connais les noms et qui n'ont pas refuté cette information. Donc, maintenant, rentrer sur un débat de... Non, c'était une information, c'est une information réelle. C'est pas... clôturé la réunion. Je vous dis qu'il a clôturé la réunion. Ok. Sur le consensus, sur le nombre. Voilà, bon, maintenant... Oui, permettez que je chute, s'il vous plaît. Oui, ok. Je vais donc m'assurer que c'est peut-être pas le Premier ministre qui a donné ces noms, mais le nom de Bell et d'Abdourahmane sont ressortis peut-être de toutes les façons. Ils faisaient partie du conclave. Oui. Donc ce n'est pas... Donc, son nom... Il y avait une société civile hors Fekafoot. Je veux donc qu'on soit d'accord. Là, non. Oui, attendez qu'il chute quand même. Je veux donc qu'on soit d'accord qu'au moins... quelqu'un qu'on connaît très bien à l'international, comme Joseph-Antoine Bell, était proposé pour être dans l'équipe qui allait diriger pendant 2 ans en intérim la Fédération camerounaise. Abdourahmane aussi. Et honnêtement, c'était un consensus qui n'était pas possible. Pour la simple et bonne raison que pour ceux qui sont du clan IA, ne pouvaient jamais s'asseoir sur une même table avec Bell Joseph-Antoine et autres. Parce que c'est des gens déjà qui sont y arrivés aux mains. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous êtes en train de construire quelque chose. Permettez-moi de développer. On est en démocratie. Oui, pourtant, je ne fais que relater les faits. Parce qu'il aurait été difficile que ces gens s'asseyent sur une même table et puis qu'ils puissent construire. Ils sont allés un peu trop loin dans les invectives et les insultes. Là j'ai une analyse froide, je ne suis pas pro Fekafoot. Mais je dis, à un moment donné, puisque c'était les injonctions ou alors une proposition
à peine voilée de l'État du Cameroun. Il fallait d'une façon ou d'une autre arriver à cela avant qu'en interne on essaie de voir comment arrondir les angles. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui a été fait. En fin de compte, moi je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu 3 personnes qui ont été proposées par la FIFA pour venir au Cameroun. On a changé à chaque fois. Les gens ont tendance à oublier que cette histoire de la FECAFOOT, c'est pas une histoire de petits sous, c'est une histoire de milliards. Et vous savez que le Cameroun est champion du monde en détournement de milliards. Au Cameroun, on n'a jamais arrêté quelqu'un parce qu'il a détourné des centaines de mille. On ne détourne que des milliards. Vous comprenez que... Dites-nous, monsieur Foyette, oui. cette proposition qui est faite... Je voulais chuter sur le monsieur de la FIFA parce que chez le Premier ministre, il avait vraiment l'impression d'être... Il était d'accord. Il était d'accord. Mais plus tard, après l'élection de IA, il a encore plébiscité cette élection et il a trouvé que cette élection s'est passée dans les règles de l'art. Je me pose des questions si les filles de... Excusez-moi, monsieur, alors je parle des faits. Je ne parle pas... Je me pose des questions. Est-ce que ce monsieur, qui un temps dans sa gauche, un autre temps dans sa droite, les filles qu'il a reçues à l'hôtel, les filles qu'il a reçues à l'hôtel n'étaient pas peut-être originaires de Bafia? Bon, de toutes les façons... Donc, le gouvernement a été roulé dans la farine? Non, le gouvernement a été humilié. Le Premier ministre qui a été humilié. Non, pas seulement le Premier ministre. Le ministre des Sports, le ministre des Sports aurait pu... Lui, il est habitué. Le ministre des Sports aurait pu rester là et s'assurer que la position du gouvernement s'applique. Non, ça avait déjà été accepté. Monsieur Eya. Je vous dis, ça avait déjà été accepté. Voilà, on va et si le monde avec... devait donc rentrer, aller se reposer, revenir le lendemain à 10 h, il n'y avait pas de raison que le ministre reste là jusqu'à 23 h pour des gens qui demandaient où est-ce qu'ils vont manger. Il n'y avait aucun problème. Et le problème, ils étaient restés là parce que l'argent d'un goutte n'avait pas suffi. On voyait comment les gens peuvent dormir à 3 par chambre. Ça n'avait plus rien à voir avec les affaires de la République. Monsieur Eya. Voilà. Vraiment, on nous suit. Une proposition, parce qu'on va lire les nombreux messages. On nous suit à Zurich. Bien sûr. Ça signifie que les responsables de la FIFA, le président Sepp Blatter, peut être en train de suivre cette émission. Qu'ils comprennent que son envoyé est venu démontrer un comportement de voyou. Parce qu'on ne fait pas ça à un État. On n'arrive pas, on dit, voilà ce qui se passe, ça s'est bien passé, et puis après on sort. Et demain, il y aura des problèmes à la fédération tchadienne de football ou à la fédération rwandaise de football. On va l'envoyer comme expert parce qu'au Cameroun, il aura réussi à 22 h dans la nuit à faire tenir une élection et à ramener les résultats à Genève. C'est pas sérieux. De toutes les façons, je suis convaincu que le gouvernement de la République de mon pays ne peut pas laisser ça ne peut pas rester indifférent, à ce qui s'est passé. À terme de solution, il faudrait pour le cas de la FECAFOOT qu'on revienne à la tripartite de 2004 entre la FECAFOOT, la FIFA et le ministère des Sports. Il avait été convenu qu'on remettait le football aux hommes qui consacrent tout au moins de leur temps, de leurs énergies et de leur argent. Quand vous prenez les membres de la FECAFOOT actuelle, vous avez un seul qui a des rapports avec le foot. Quelques-uns. Et des rapports controversés d'ailleurs. C'est des gens qui sont là, qui ne savent pas. Or, si on faisait voter les gens à la FECAFOOT, comme on l'a... Moi, j'étais jusqu'à il y a 3 mois, premier vice-président de la FECAFOOT. Nous votons dans toutes les fédérations par corps de métier. C'est-à-dire que au football, il y a des arbitres qui s'occupent du football. Ils ont encore les entraîneurs, les joueurs, les médecins de sport, les journalistes sportifs, les présidents de clubs et autres. Tous ces gens n'ont rien à voir avec le football. Mais je comprends leur obstination. Leur obstination tient du fait que s'ils lâchent Iya Mohamed, qui a le ventre petit, mais bien plein, une clé USB de tout ce que ces gens ont pris à la FECAFOOT. Je crois que la CONAC devrait aller se servir là-bas et les portes de Kondangui seront grandement ouvertes pour beaucoup. Voilà, l'État doit retrouver son autorité. C'est ce que pense Serge Nkou par rapport à cette affaire de la FECAFOOT. S'il vous plaît, éloignez vos téléphones. Ça, c'est par rapport à une meilleure écoute à la maison. On va poursuivre avec bonjour. À quoi servait-il à Biya d'aller aux Nations Unies tenir un discours dans une salle vide aux 3/4 alors qu'il est toujours absent au sommet de l'Union africaine et de la CEMAC? L'armée camerounaise manque de cohérence dans sa chaîne de commandement. C'est un message qui vient de Dakar au Sénégal.
Je crois que là, on est en train de parler déjà de la FECAFOOT. Un autre, la FIFA ne fait pas les choses à la camerounaise. Désolé du Coro, c'est Didier qui le pense. Il n'explique pas comment la FIFA fait. Bon, on va lire d'autres messages. Si le gouvernement n'agit pas, le bas peuple va agir. Bon, là, on ne va pas être excessif. Quand même, on espère que force reviendra à la loi. Si le gouvernement n'agit pas, c'est le même message qu'on a reçu 2 fois. Je reviens sur le problème de sécurité pour qu'ils comprennent ce qui veut dire sécurité parce qu'ils ne maîtrisent pas cela. Bon, c'est un peu compliqué là. Si IA s'entête à demeurer à la FECAFOOT avec le quitus des membres du gouvernement, ne soyez pas surpris que le printemps camerounais commence parce que, malheureux personnage, n'oublions pas le foot, c'est l'opium du peuple camerounais. C'est ce qui pense donc Albin Michel de Douala. Bon, c'est un point de vue que nous ne pouvons pas assumer sur ce plateau. Bon, il y a beaucoup de messages, hein. On va peut-être lire d'autres. IA a détruit le football camerounais, que ses complices arrêtent de nous tromper. C'est Ahmed de Yaoundé qui le pense. Pourquoi les collaborateurs de IA à la Sodecoton et à la Fédération protestent? Allez savoir. Bon, c'est un message qui n'est pas signé. Un autre message. Il est impensable qu'il y a des dirigeants africains qui ne soient présidentiels ou sportifs. Sinon, M. Iya Mohamed devrait démissionner. C'est un message qui vient d'Angola. Voilà, l'affaire FECAFOOT, nous attendons impatiemment la réaction du gouvernement. Il n'y a pas un État dans un État. Merci, c'est ce que pense Célestin Nestor. Bon, il y a un message qui interpelle M. Bidou. Bidou, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Tu es membre de quel club? Ne trompez pas le peuple. Est-ce que vous avez parlé d'un club sur ce plateau? Judo, quelque chose. Si j'étais jusqu'à il y a 3 mois premier vice-président de l'Afrique. Voilà, donc je crois que ce téléspectateur a la bonne réponse. Monsieur Bidou est pratiquement un sportif puisqu'il côtoie les milieux sportifs depuis longtemps. Bon, on ne peut pas lire tous les messages. On savait que les élections étaient prévues à une date précise. Toutes les dispositions avaient clairement été définies. Donc Didier pense que ce qui s'est passé est normal puisque le gouvernement a donné son quitus pour que l'élection se tienne. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas l'intelligence de suspendre notre football pendant 2 ans pour mettre de l'ordre dans la maison FECAFOOT? La question est de Francis de Yaoundé. La FIFA ne tolère pas l'inertie. Je pense que c'est l'inertie qui a fait en sorte que tout cela arrive. Le MINSEP, c'est-à-dire le ministre des Sports, est la cause de ce désordre. Il a été l'employé de Iya Mohamed à la Sodecoton. Donc, il est incapable de faire quoi que ce soit contre lui. Il appelle affectueusement le boss. Voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter. Hein. Il y a beaucoup de messages. On ne peut pas tous les lire et il y a des téléspectateurs qui s'efforcent d'appeler. Envoyez-nous des messages. On va tout simplement passer au dernier thème de cette émission. On espère donc que la situation à la FECAFOOT va s'arranger pour le grand bien du football camerounais. On sait que les Lions indomptables sont sur une phase ascendante dans les éliminatoires de la Coupe du Monde l'année prochaine, avec la possibilité d'engranger les 3 points perdus à Lomé au Togo, à la suite donc de cette affaire d'un joueur non qualifié qui a été donc aligné par l'équipe togolaise. Le Cameroun va se retrouver probablement avec les 3 points du match, ce qui nous porterait donc à la première place du groupe I et attendre la Libye à Yaoundé. Tout ceci devrait donc pouvoir s'arranger pour qu'on puisse espérer que le Cameroun se qualifie à l'issue du 3e tour de ces éliminatoires. Eh bien, on va parler à présent de politique au Cameroun avec notamment les élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Et déjà, le débat est donc lancé dans les formations politiques, précisément dans les rangs du parti au pouvoir au Cameroun, le RDPC, où on pose de plus en plus la question de ces investitures des candidats, alors même que le peuple à la base, lui, voudrait être celui-là qui choisit ses propres élus. Alors, la question est donc désormais sur la table. Faut-il procéder
par investiture des candidatures dans les rangs du RDPC ou alors faudrait-il passer par les primaires? Nous posons la question en premier à un homme politique qui est membre de cette formation politique. Je veux parler de Saint-Éloi Bidou, qui est conseiller municipal RDPC. Alors, c'est chez vous que ce débat est lancé. Quels sont les termes du débat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on s'est dit dans les rangs de votre formation politique, vous qui êtes à la base? Investiture ou primaire? Naturellement, j'ai une âme de démocrate, je suis pour les primaires. Et c'est pour ça que dans mon journal, j'ai commis un éditorial pour répondre à M. Christophe Bienzok, qui est rédacteur en chef du journal du parti, qui a lancé le débat en promettant des investitures. Je voudrais dire ceci. M. Bikourou parlait tout à l'heure de complots régulièrement ourdis contre le président Biya et contre son régime. Je crois que en 1985, quand le président Biya a créé, l'UNC est devenu le RDPC, le président Biya a promis au sein de son parti qu'il y aura de la concurrence politique. Le président Houphouët-Boigny a dépêché un émissaire auprès du président Biya pour venir lui dire, monsieur le président, ce que vous voulez faire là est dangereux. Le président a répondu que cela faisait partie de son intime conviction, la démocratie. Donc ça c'est le premier point. Le président Biya est celui qui, au sein du RDPC, a prescrit dans les tests du RDPC la libre concurrence et le libre choix des dirigeants au sein de son parti. Le président Biya est celui qui a dit qu'il souhaiterait que l'histoire retienne de lui qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie. Alors vous voyez que le président aura été pendant 30 ans constant dans sa manière de fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi si brutalement on peut venir nous dire que le président a choisi d'investir les candidats. Qui a peur des primaires? Moi, je crois que le président n'a aucune raison d'avoir peur des primaires. Parce que la base militante, je suis un élu à la base, je suis secrétaire de la section RDPC du FUDICIS. Personne ne peut douter de mon appartenance au RDPC. La base militante soutient le président Biya dans ses efforts de démocratisation du parti. Il ne doit pas avoir peur de sa base. Mais j'ai l'impression que des gens se sont assis, ont ourdi un complot pour aider le président Biya à sortir de ce parti par les poubelles de l'histoire, en venant insuffler l'idée de procéder aux investitures et d'écarter la base militante, sinon qu'ils se contredisent pendant 30 ans. C'est pour ça que, à la une de mon journal, vous voyez, investiture dans le RDPC, 30 ans de marche arrière. Qui sont-ils ceux qui sont à l'initiative des municipales? On nous dit que les investitures permettront au président de faire un certain nombre de réglages. Mais je voudrais dire, Mara Famidou Yaya est membre du bureau politique du RDPC. Il n'a jamais été élu. Il a été investi. Il est à Kondangui, n'est-ce pas? Ondondong est membre du bureau politique du RDPC. Il a été investi. Citez aussi ceux qui sont aux affaires. Hein. Non, j'arrive. Il y a Mohamed, est membre du comité central. Il a été investi. Il est à Kondangui. Tous ceux qui sont à Kondangui sont membres du comité central, ont été investis. Ça signifie pour Ils ne sont pas militants à la base. Et ce sont des militants de base. Je les appelle les militants du décret. Ce sont des militants du décret. Ce sont des généraux sans croûte. Vous tirez sur les cercueils, tirez sur ceux qui sont aux affaires. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont politiquement insolvables. Ne peuvent remporter aucune élection, qu'ils prévoient des investitures, soit pour se maintenir eux-mêmes, soit pour positionner les leurs, pour que la gestion continue à être celle qu'elle est. Je dis, nous, la base militante, nous soutenons le président. Et le président ne s'est pas encore prononcé contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. Mais je dis que le président est resté constant. Donc vous avez bon espoir qu'il soit surpris de recevoir la même réponse qu'avait reçu un certain délégué du gouvernement, M. Emma Basile, torse bombé, qui disait non à la démocratie. Quand ils sont arrivés à la cathédrale avec Monseigneur Zoa de l'époque, Biya a répondu en disant préparez-vous à faire face à la concurrence. Donc, le président Biya a dressé le calendrier politique du RDPC quand il a rendu visite à la section à la communauté camerounaise de France il y a 3 mois. Il a dit
je m'en vais faire les sénatoriales après les renouvellements, les primaires et les législatives. Je crois que les gens comprennent que, d'aucuns me diront, c'était en France, mais il s'adressait à des Camerounais. Ok. Alors, Eric Foyette, le problème d'investiture des candidats, nous savons que nous sommes en démocratie, c'est quand même aussi une pratique qui peut être acceptée. Dites-nous un peu l'expérience du MRC, votre parti. Est-ce que ce type de problème se pose déjà, que le sommet du parti impose comme ça des militants à la base? Bon, je dois d'abord tout de suite dire que je ne suis pas payé par le parti ni investi par le parti pour parler au nom de mon parti là, parce que c'est une question qui est assez sensible. Mais en tant que cadre du parti, parce que je suis un responsable du parti, je peux quand même dire très rapidement que chez nous, c'est encore beaucoup plus démocrate et plus difficile parce qu'on est candidat à la candidature, il faut passer par les primaires. Il faut au moins 2 ou 3 listes dans chaque zone. Donc il faut non seulement travailler avant que une équipe ou une structure d'investiture valide les dossiers. Ça passe par beaucoup de travail à la base. Au moins, chez nous, la base ne se sent pas frustrée outre mesure. Mais j'aimerais rappeler que je ne crois pas que le parti de mon grand frère aîné soit un parti démocrate. Encore que c'est un rassemblement. Mais je dis, le RDPC, c'est tout simplement une géantocratie. Je suis surpris et je suis désolé pour vous parce que je crois que dans les jours qui viennent, on va passer tout de suite à des investitures. Il n'y aura pas de primaire pour la simple et bonne raison que ceux qui sont aux affaires payent leur poste. Et ils ont eu l'habitude généralement de monnayer ou de soudoyer la patte. Vous connaissez très bien parce que vous êtes à Yaoundé 6, les problèmes que vous avez par exemple avec le maire de Yaoundé 6. Moi, je ne vais pas passer de midi à 14h. On sait qu'il n'est pas populaire, on sait qu'il ne mérite pas être là, mais il est très probable qu'il sera encore le prochain candidat du RDPC. Tout simplement parce qu'il a des acolytes à gauche ou à droite. Tous les militants de base de ce parti dans Yaoundé 6 sont contre. Et moi, je dis, mais c'est de bonne guerre. Parce que nous, au MRC, nous, on ne cherche qu'à récupérer les militants comme vous, qui pourraient être peut-être le prochain conseiller. Il y a Yaoundé 6 pour le MRC. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans un pays où en politique, il faut savoir raison garder. Dans un politique, il faut savoir raison garder. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes démocrate et que vous êtes dans une famille qui n'est pas démocrate, mais vous quittez, vous partez de l'autre côté. Encore que vous avez des amis chez nous, à Sigana et autres. Je ne vais pas tous les citer. Vous savez, les plus grandes batailles politiques, on les gagne à l'intérieur. Hein. Pas toujours, de toutes les façons. Mais je voulais quand même dire elles sont plus exaltantes. Le RDPC parce que j'ai pris le risque sur moi de mener une bataille contre tout le RDPC. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que le courant réformateur que je dirige est devenu majoritaire. Et s'il y a des primaires, vous allez voir comment nous allons faire tomber tous ces caciques qui s'attachent aux investisseurs. Voilà, Eric, oui, je voulais dire qu'il faut quand même être logique. Le RDPC, malheureusement, c'est une géantocratie, c'est pas un parti démocrate. Je crois que le président Biya est démocrate. Il est quand même le président du RDPC, ça il faut le dire, parce que là, ici on ne parle pas du chef de l'État du Cameroun, ici on parle du chef ou du président d'un parti politique. Je dis ce parti, c'est lui qui a la dernière décision et en dernier recours, c'est lui qui va trancher. Et je vous dis, s'il tranche pour les investitures comme ça allait d'être, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans un parti démocrate. À ce moment, j'invite tous les militants du RDPC à démissionner parce qu'on ne peut pas être dans un parti où il y a la gabégie, il y a les gens. Vous voyez, monsieur, il vole, il détourne, il fait toute forme de désordre parce qu'il est soutenu peut-être par un délégué ou à la communauté ou je sais pas trop. Vous savez très bien comment dans votre parti il y a toujours les godasses et les goudins. De toutes les façons, on ne marche pas de façon normale dans ce parti et c'est comme ça que le Cameroun en pâtit. Parce que la réalité c'est que quand vous prenez un maire, un député qui ne vit même pas dans sa zone, qui ne connaît même pas les problèmes des populations de sa zone, je connais les députés dans les zones qui ne connaissent même pas leur village ou l'élite qui les a votés parce qu'ils ont porté des camions. Ces camions sont venus élire les gens, les camions sont repartis et puis après ils vivent à Yaoundé, entre Paris et autres. Il faut que ça change à un moment donné. Il faut qu'on ait le courage de le dire en face. Vous, les différents courants au sein du RDPC, vous le dites, c'est bien, mais vous n'assumez pas vos propos parce que vous ne pouvez pas le dire depuis tant d'années et c'est les mêmes qui restent aux affaires. Il faut assumer. Assumer, c'est que si je constate que M. Bikoro est très mauvais, je ne peux plus continuer à marcher avec M. Bikoro, sinon je me contredis. Alors, Saint-Éloi, avant de passer à François Bikoro pour l'analyse du consultant, est-ce que vous n'allez pas là dans un combat perdu d'avance? Non, il n'est pas perdu. Je vous assure que je le gagnerai. Pour la simple raison. Pour la simple raison qu'il serait très difficile de présenter le président Biya aux yeux du peuple camerounais qu'il a déjà peur du monstre qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire la démocratie. Le président Biya reste très populaire à la base.
Je vous dis que ce sont ceux qui sont autour de lui qui sont impopulaires. Et ma victoire dans ce combat sera la victoire du RDPC. Parce que le MRC peut bien soutenir les investitures parce qu'ils savent que l'impopularité de ceux qui seront investis garantira une assise politique au MRC. Mais moi j'ai dit les primaires. Et le président Biya, depuis que la démocratie existe au sein du RDPC, n'a jamais corrigé le choix démocratique. Souvenez-vous de M. Antoine Tchimi, qui était ministre des Finances. Quand il rentre, avec tout ce qu'il y avait comme problème autour de lui, la base a choisi M. Tchimi, le président Biya, au moment où on disait les investitures. Le président a dit il faut respecter le choix de la base. Il s'est retrouvé à l'Assemblée. Les gens ont la mémoire très sélective et espèrent pouvoir entraîner le président là-dedans. Je vous prends un exemple. Comment pouvez-vous penser que ces gens peuvent être pour les primaires quand vous savez que le secrétaire général du RDPC est un militant de base? Je vous dis qu'on ne peut pas douter de mon appartenance au RDPC parce que je suis élu, depuis que le RDPC existe, je suis élu chaque fois et au RDPC. Monsieur son adjoint est un militant de base. Monsieur Famendongo, militant de base. Monsieur Chimevuna, militant de base. Monsieur Amadjo Dadji, militant de base. Alors vous pensez que ces hommes, au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce que le peuple, les militants du RDPC leur reprochent, peuvent accepter d'aller affronter le peuple? Je les invite à venir. Mais je vous dis que le courant réformateur que je conduis aura le dessus. Le président Biya ne peut pas accepter qu'on l'amène dans la... Est-ce que le calendrier permet la tenue des primaires? Est-ce que le calendrier, on sait que l'élection, le mandat de député arrive à expiration après les multiples prolongations en juillet là. Est-ce que c'est possible de tenir ces primaires dans le temps? Vous pensez que pour tenir les primaires, il faille... qu'est-ce qu'il faut? Le dispositif pour avoir des primaires a été défini au Congrès. Le président, les tests ont été réformés. On n'a jamais pensé. Par contre, je pouvais imaginer un système d'investiture. Et c'est ce qui s'est souvent passé dans le RDPC. Quand il y a des problèmes, le président ne s'est jamais opposé au choix du peuple. Il y a eu des problèmes dans la région d'Hawaï. Et c'est quand M. Asenenkou a un mandat d'arrêt, M. Akonose est interpellé. Il y a eu un problème. Parce que dans cette région-là, les choses sont réglées. Les vœux et les essais, quand vous êtes à la tête, il y a un qui supplée. Quand il a fallu corriger. Le RDPC a corrigé, c'est normal. Mais jamais le président Biya ne s'est interposé au choix de la base. Et la base lui a toujours fourni des hommes. La preuve, c'est que ceux qu'il a souvent investis, les erreurs de casting sont venues de là-bas. Et vous savez, au dernier congrès du RDPC, ce n'est pas un secret. Vous savez, M. Bikoro, tous les ministres que le président nomme, c'est les erreurs de casting et sont du RDPC. Ont circulé. Donc, je crois que c'est juste une récupération du lieu où l'argent du sel va tomber. Puisque nous, en allant aux élections, on se rapproche du peuple à la fin d'un meeting. S'il y a un verre à boire, on boit. Mais sauf que là, les mallettes vont se déplacer. Le RDPC, le parti du riz et des Makéo. De François Bikoro sur la question. Nous sommes dans un pays démocratique, mais voilà que le problème d'investiture, depuis un certain nombre d'années, a pris racine et on commence à entendre des éclats de voix dans certaines formations politiques. Aujourd'hui, est-ce que pour un pays qui se veut démocratique, il est normal de parler d'investiture de candidats? Est-ce qu'on peut trouver quelques points positifs à ces investitures dans les partis politiques? D'abord, il faut corriger. C'est le pays qui est démocratique. En sciences politiques, les partis politiques ne sont pas des démocraties. Ce sont des associations à caractère dictatorial. Il ne faut pas faire de confusion. C'est d'ailleurs ces confusions qui ont fait en sorte que la formation politique dont a besoin le peuple camerounais soit biaisée. Donc, au sein du RDPC, c'est une association, c'est une organisation. Le RDPC a un seul problème. C'est parce qu'il y a une confusion. Vous voyez, M. Bidou, il dit le président Biya est démocrate. Le président Biya est démocrate. Mais qui a demandé qu'un président soit démocrate? Dès qu'on est élu, on est face à des réalités qui n'ont plus rien à voir avec la démocratie. La démocratie, c'est un système de choix. Mais dès qu'on a choisi quelqu'un, il est face à une réalité. Et ce sont ces réalités qui conditionnent
la réponse que je vais donner entre investiture et Primaire. Vous savez très bien, M. Bidou, que vous êtes sur un fil d'Ariane. Un parti qui a 3 cartes de membres, comme le RDPC. Comment vous allez faire pour faire un vote populaire? Donc les militants n'ont pas de carte. Je n'ai pas dit que les militants n'ont pas de carte. J'ai dit un parti dont le trésorier général déclare 3000 quelque chose lorsqu'on prend seulement les gens du comité central et que le parti a 3000 francs. Parce que le parti est habitué à la confusion entre l'administration et le parti politique. C'est pour cela qu'il pense en haut lieu. Parce que c'est l'administration qui va abandonner les postes de travail à Yaoundé, Douala, Bafoussam, pour aller faire le travail dont ils ne sont pas compétents sur le terrain. C'est pour cela qu'ils pensent que ça va prendre du temps, ça va faire ceci. Mais il est quand même patent que chaque fois qu'on a fait, et je crois qu'il y a une disposition nouvelle dans ce parti politique, qui met en touche les militants normaux pour dire que tout le monde qui peut acheter une carte va voter. Vous allez avoir le même résultat. C'est-à-dire que l'argent dont vous refutiez tout à l'heure, ces mallettes qui se déplacent, qui étaient au palais de congrès pour être membre du comité central, ces mallettes vont repartir pour qu'il y ait la mafia et ses excavations partout où besoin sera. Moi, je crois qu'il faut attendre que le parti définisse la critérologie des gens qui peuvent être investis. Parce que voilà un parti qui, lorsque l'État refuse de respecter le calendrier électoral, le parti refuse de respecter aussi son calendrier électoral. Qu'est-ce qui avait empêché le RDPC 5 ans après que ces organes de base aient été échus dans leur mandat? Pourquoi ils attendent? Ils suivent le mouvement de l'État qui, les mandats de députés sont finis, on ajoute 3 mois. Oh, ils ajoutent 3 mois. Les mandats de conseillers municipaux sont finis, on ajoute 3 mois. Et ils ne sont que comptables. Mais on dit que c'est le parti État. Non, je n'ai pas dit que c'est le parti État. Il est peut-être proche de l'État, mais comme tout le monde. Puisque même quand j'ai un bar, je suis proche de l'État. Je dis que c'est une confusion voulue et entretenue parce que le parti voudrait certainement profiter des moyens colossaux de l'État. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des gens dans ce parti. Si le critère est celui qui dit les membres des bureaux, des organes de base, c'est-à-dire de quoi s'il y a celui chez vous, comité de base, des machins trucs, hein, qu'ils se réunissent en, vous appelez ça comment, ce sont conférences de section, pour choisir parmi les militants les plus convaincus. Et certainement un peu convaincants, parce que la conviction dans votre parti est beaucoup plus alimentaire, mais on sait quand même que depuis près de 20 ans, M. Bidou est toujours élu conseiller municipal. Et pour être conseiller municipal, il faut être élu par le peuple. Donc, quel que soit le corps, on ne peut pas douter de la capacité d'aider le parti à être présent sur le terrain. Pas de la capacité à être élu. Ça, c'était avant le MRC, voilà. Hein, pour le préciser. Bien sûr. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce parti est tellement divisé, encore dans la confusion entre l'État, l'administration et le parti. C'est-à-dire, il y en a qui pensent qu'ils y entrent pour avoir un strapontin, pour être nommé, pour avoir un marché public. Dès lors qu'ils n'en ont pas, au lieu d'aller chercher au MRC, où certainement ils ont encore un peu beaucoup d'argent et ils ne sont pas nombreux, pour avoir ce qu'ils n'ont pas pu trouver, ils restent au sein du RDPC pour commencer à dire ce parti est mauvais, ce parti est ceci, mais ils n'expliquent pas pourquoi ils disent que ce parti est mauvais. Je crois que, ayant calqué leur mode de fonctionnement sur l'administration, sur les activités gouvernementales, le gouvernement a ses problèmes aujourd'hui qui l'empêchent de tenir le calendrier. Vous savez que le gouvernement n'arrive pas à tenir le calendrier politique. On risque aller en 2014. Voilà. Hein. On peut y arriver, il n'arrive pas à tenir le calendrier politique. Ils sont obligés. C'est pour cela qu'un débat est rentré dans... Parce qu'on n'a pas encore décidé. Mais le débat est rentré dans l'opinion du RDPC. Parce que le jour où le président de la République, chef de l'État, pas le président du RDPC, parce que dans le gouvernement, on trouve d'autres partis politiques, ce qui suppose que le RDPC n'a pas pu apporter le soutien politique nécessaire à M. Biya pour faire face au IA Mohamed et tout ça là, au point qu'il était obligé d'aller chercher dans des partis respectables et respectés, certainement demain c'est le MRC. La loi veut le pouvoir et rien d'autre. Non, puisque votre président a apporté un soutien indéniable 7 ans durant à M. Biya. Donc ça fait que ils sont fébriles. Et ils se disent,
Si d'aventure, M. Biya décide un matin, sans consulter tous les acteurs politiques, dont le RDPC, qu'on va aux élections, il vaut mieux qu'il soit prêt, qu'on ne va pas faire les primaires. On va choisir ceux des militants convaincants. Qui auront beaucoup de mallettes. Je dis bien convaincants, mais d'abord convaincus. Lui maintenant, dans le mouvement des réformateurs, je lui conseille de travailler le subconscient et la conscience de ses camarades du parti, afin que ce qu'on a vu au Sénat ne se révèle pas dans aux députés, les conseils municipaux. Qu'au moins on y retrouve moitié militants normaux et convaincus, moitié militants convaincants, et c'est vous qui avez défini ce que c'est que la conviction. C'est à ce niveau que je pense que vous qui êtes les réformateurs, commencez à vous départir de l'administration, laissez l'administration qui est pour tous les Camerounais, permettez à ce que vos militants soient des gens qui savent de quoi il s'agit, et vous allez voir que ça va marcher. Mais pour le moment, quand on voit que le secrétaire général de votre parti politique a pu faire signer, je reviens toujours sur ça, un extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3, ça, c'est par grave. un inspecteur de police, je crois que vous avez intérêt à rejoindre le MRC. Je crois que là-bas, il y a un procès de droit qui ne va pas... Il y a beaucoup de juristes de toute façon. On est arrivé au terme de notre rendez-vous de ce jour. Juste quelques messages sur le sujet. On s'adresse certainement à M. Bidon. Malheureusement, Paul Biya ne vous écoute pas. C'est ce que pense ce téléspectateur qui indique que peut-être votre combat est vain. Et je rappelle que ça ne sert à rien de vouloir nous contacter par téléphone. Envoyez juste le message. Monsieur Bidon, nous sommes désolés que des intellectuels comme vous deviennent des... l'expression c'est lèche-bot. Comment pouvez-vous dire que c'est Biya qui a créé la démocratie? Je ne crois pas que vous ayez dit ça. Qu'il s'est défini comme celui qui a amené la démocratie. Il y a quelqu'un qui nous appelle de l'Angola. S'il vous plaît, on ne peut pas vous prendre au téléphone. Envoyez-nous rapidement un message avant qu'on ne se sépare. Voilà. Donc c'est un message qui venait justement de Luanda. C'est M. Mbakop, si je m'abuse, voilà, qui vous pose cette question. Je crois que la rectification est normale. Il n'a pas dit que c'est Biya qui a créé la démocratie, mais qu'il s'est défini comme étant l'homme par qui la démocratie est arrivée au Cameroun. Et c'est justement sur cette déclaration que vous l'interpellez pour qu'il continue à appliquer la démocratie dans les rangs du RDPC. Toujours à l'intention de M. Bidon. M. Bidon, un vrai homme politique, lorsqu'il est mécontent, il démissionne. Voilà. Il prend donc l'exemple de Maurice Kamto. Et c'est Ondoa qui envoie ce message depuis Bafoussam. C'est dans la région de l'ouest du pays. Oui, vous savez, on a fait rentrer dans l'idée des Camerounais que le RDPC est le parti de M. Biya. Non. Le RDPC, c'est notre parti. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'entretenons. Mais ce parti a pour président M. Biya. Donc, on ne me dira pas, comme on a dit à Mila Souteyo, à Orluna Koro, je ne partirai pas, mais... Voilà, on vous pose la question. Quand est-ce que le parti pourra faire donc ces primaires? C'est la question que... Non, il n'y aura pas de primaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Nous reviendrons sur ce plateau quand le président... Vous allez voir. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a un peu trop de messages. On ne peut pas tous les lire. On s'en excuse auprès de tous ceux qui prennent de leur temps tous les week-ends pour nous suivre. C'est le club de la presse. Ici, nous construisons à travers nos idées. Et on va dire merci à Saint-Éloi Bidou, qui est un directeur de publication et homme politique. Son journal Cameroun Diaspora Expression. Merci d'être venu. On espère que votre message pour les primaires va passer et arrivera donc acquis de droit. Merci à Eric Foyette, qui est un homme politique. Il officie dans les rangs du MRC. On espère que les investitures ne vont pas bientôt envahir votre parti politique. Merci à François Abikoro, consultant à Afrique Média, pour sa participation à l'émission. Juste le temps pour moi de vous rappeler que le Cameroun
accueille dès lundi prochain le sommet des chefs d'État sur les questions de sécurité dans le golfe de Guinée. On annonce donc une vingtaine de chefs d'État. Donc les arrivées sont annoncées pour ce dimanche déjà, puisque lundi déjà il va falloir commencer les travaux. Quant à nous, on vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée, surtout en compagnie des programmes d'Afrique Média. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission, c'est tous les dimanches à partir de 11h30 sur ce. Nous vous quittons en vous souhaitant bien des choses sur Afrique Média. Au revoir et à très bientôt.